Bien, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle intervention. On a eu le temps de récupérer un peu après le marathon des 3 dernières semaines. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yassine Awadi, qui est assistant au CSP Limoges, qui est précisément en charge du développement individuel. Donc aujourd'hui, Yacine va nous présenter sa manière de travailler au CSP et il prendra le temps aussi de faire un focus sur le travail de tir. Yacine, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Voilà, donc je te laisse la main à partir de là. ça marche. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Je vais faire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce sera fait avec le partage d'écran. Euh, Attendez, voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir? Attendez, hop, de petits soucis techniques, mais rien de très grave. Hop là. Alors, pareil, quand Yacine aura activé son partage d'écran, n'hésitez pas à me faire un retour sur le chat pour voir si vous voyez les choses correctement. Voilà. Alors, très bien. Voilà. C'est tout bon, Karim? Ouais, c'est parfait. Parfait pour les gens aussi. Super. Bon, je vais me répéter un petit peu, mais bonjour tout le monde. Donc, je remercie encore Karim pour l'invitation. Donc, Karim, quand il m'a contacté, il m'a proposé en fait de parler un petit peu de mon travail dans le quotidien en fait au CSP. Donc, l'idée, c'est d'expliquer un peu à tout le monde comment je m'organise dans le quotidien, qu'est-ce que je fais exactement, en fait, finalement, d'une manière large, quelles sont mes missions. Et puis, dans une dernière partie, d'essayer de faire un petit peu focus sur le tir, savoir que c'est toujours un exercice difficile, surtout de cette façon-là. Donc, j'ai essayé de privilégier un peu l'aspect théorique parce que pour moi, il est très, très compliqué, en tout cas, de travailler le tir uniquement simplement sur des situations de jeu. Je pense qu'il y a quand même des choses à bien cerner dès le départ. Et, euh, et l'idée, c'est que je vous fasse un petit topo là-dessus, sur la manière dont moi j'ai abordé ce sujet-là. Parce que c'est un sujet, en tout cas, quand on est dans mon domaine, dans le développement individuel, ça reste quasiment un des sujets, on va dire, principaux qu'on aborde avec les joueurs. C'est-à-dire dans le quotidien, on parle en général du tir. C'est que le joueur, en général, il veut absolument travailler cet aspect-là et se perfectionner. Donc, je pense que ça peut être intéressant justement qu'on fasse un petit zoom là-dessus. Bon, bah écoutez, on commence. Je vais venir sur l'aspect un peu présentation, donc je vais essayer un peu d'expliquer à chacun en fait ce que j'ai fait et pourquoi aujourd'hui je suis au Limoges CSP. Donc, pour faire, on va vraiment parcourir les choses de manière la plus simple possible. Moi, j'ai commencé en fait ma carrière d'entraîneur en 2003. Donc, j'ai commencé en fait à Villeurbanne, à Lasvel, et comment dire, et je faisais en fait partie un petit peu de cette première vague d'entraîneurs qui ont eu la possibilité en fait d'accéder au CFA, donc c'est-à-dire des centres d'apprentissage, des centres de formation qui permettent en fait d'apprendre le métier d'entraîneur en passant son diplôme. À l'époque, c'était les brevets d'État, donc qui n'existent plus aujourd'hui. Mais l'idée, c'était d'avoir en fait bénéficier en fait d'une formation professionnelle au sein d'un club. Et j'ai eu cette chance en fait de commencer en fait par un club professionnel, à savoir l'Asvel. Et à partir de là, pendant 2 ans, donc de 2003 à 2005, j'ai pu la chance en fait
de pouvoir voir les professionnels dans le quotidien. Mais malgré tout, je restais en fait vraiment à apprendre mon métier sur, j'ai l'habitude de dire, sur les plus jeunes. Et c'était une expérience assez enrichissante parce que voilà, j'ai fait des va-et-vient entre les grands et les plus petits. Et c'était assez enrichissant. J'ai également eu l'opportunité, dans le cadre du diplôme, d'être assistant au championnat de France à l'époque. C'était en National 2 à Bron, avec Skipper Jackson, qui est le père d'Edwin. Et puis, une fois ces 2 années terminées, j'ai souvent l'habitude de dire que en fait, je suis passé par, on va dire, 3 périodes quelque part dans ma carrière. C'est que dès que j'ai terminé en fait ces 2 années, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer en championnat de France, quelques mois en tant qu'assistant et puis très rapidement en tant que coach. Et cette aventure-là, elle a duré à peu près, je dirais 8 ou 9 ans. Donc entre voilà, du championnat de France masculin, du championnat de France féminin. Donc on est sur des championnats amateurs. Et pour moi, ça a été une expérience. Donc c'était entre Lagneux, Culose, sont des petits villages qui se trouvent du côté de la région Rhône-Alpes. Et c'était vraiment très intéressant pour moi parce que c'est durant ces expériences-là qu'on apprend réellement à être autonome. Donc à apprendre un projet, comme on dit, à prendre des projets en main et être un peu leader. Parce que comme je le dis, je fais vraiment partie de cette première vague d'entraîneurs qui sont, entre parenthèses, devenus, peut-être sans être grossier, mais d'être en fait professionnels dans un monde amateur, donc parmi les bénévoles. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a peut-être, qu'on voit régulièrement dans les clubs. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était assez nouveau. Puis, puis par la suite, avec le sentiment d'avoir fait un petit peu, voilà, d'avoir pas fait le tour, mais en tout cas d'aspirer à autre chose, et notamment le travail individuel, parce que j'avais l'habitude, en fait, et je pense que beaucoup d'entraîneurs vont me rejoindre là-dessus, quand on entraîne sur ces championnats-là, on est malheureusement très rarement à 10, et donc il faut très vite s'adapter. Pourquoi? Parce que les joueurs en général travaillent, ils ont un travail et ils jouent au basket, j'ai envie de dire, comme la plupart des gens. Donc je me suis retrouvé dans une dynamique où j'ai dû individualiser la charge d'entraînement dans le quotidien. Donc j'ai appris à planifier mes entraînements d'une manière différente et à m'adapter surtout. Et de là, en fait, j'ai vu le travail individuel comme une possibilité de continuer, mais avec l'idée, comment dire, avec l'idée vraiment d'intervenir sur l'aspect technique. Et donc, j'ai eu cette deuxième période finalement où j'ai fait ce qu'on appelle du consulting. Et dans ce consulting, j'ai eu cette chance de commencer assez vite avec un joueur NBA à l'époque, qui était Lukemba Moutet, qui sortait d'une période aux Sixers et qui allait intégrer les Clippers à l'époque. Et j'ai continué cette expérience-là en partant en Turquie, en rejoignant Yerar du côté du Galatasaray, qui était en Euroleague à l'époque aussi. Et puis, voilà, d'une expérience à une autre, j'ai commencé à travailler avec Diandra Tchatchong, Livio Jean-Charles, et puis Jean-Baptiste Maille. Et très rapidement, finalement, je suis arrivé dans cette période que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'intégrer en fait un club professionnel avec toujours cette dynamique de faire du travail individuel. Donc moi, c'est assez important aussi, c'est que ma mission est aujourd'hui le développement, c'est-à-dire que je ne suis pas un assistant qui va travailler sur l'aspect tactique, travailler ensuite sur l'aspect technique. Je suis vraiment, voilà, j'ai cette chance-là en tout cas au Limoges CSP de travailler comme expert dans le développement individuel. Donc voilà, vraiment voilà, une expérience forcément qui est enrichissante et surtout, comment je pourrais définir mon travail? Je définirais en disant que en fait, je développe les compétences techniques des joueurs de manière individuelle ou par groupe, mais avec un objectif bien précis. Je vous expliquerai, je reviendrai là-dessus plus tard. Mais pour résumer un petit peu, c'est ce qu'on pourrait appeler en fait finalement de la post-formation. Pourquoi? Parce que
Je pense que quand vous avez des joueurs qui sont âgés entre 20 et, bref, j'ai envie de dire, partir même de 19 ans, 18 ans, quand ils commencent à intégrer la catégorie espoir, j'ai la sensation qu'on n'est plus dans ce qu'on appelle cette formation-là, mais on est vraiment dans le propre de la formation, mais on est vraiment dans la post-formation. On peaufine, on travaille sur les détails et sur les aspects techniques et on aide le joueur. Alors pour les plus jeunes, j'ai envie de dire, par exemple sur la catégorie espoir, on aura plutôt tendance à parler d'identité, parce que souvent ces joueurs-là, quand ils arrivent, euh, voilà, j'ai envie de dire qu'ils ne se connaissent pas encore réellement et connaissent pas vraiment leurs qualités et leurs faiblesses. En tout cas, ils ont peut-être des fois des difficultés à différencier les choses. Et quand on commence à travailler avec des joueurs de plus de 20 ans, là, voilà, on commence à être, j'ai envie de dire, dans le perfectionnement. Et voilà, c'est pour moi tout ce qui répond à l'idée de la post-formation. Voilà. Avant avant de rentrer dans le vif du sujet sur les missions que je peux avoir dans le quotidien, j'ai d'abord voulu expliquer un petit peu comment on est organisé en fait au Limoges CSP. Et l'idée en fait l'idée de dire que, vous voyez, on a vraiment, en fait, finalement, on a créé un modèle. On a essayé de créer en tout cas un modèle. Alors, je dis ça, créer, ça reste un grand mot parce que c'est des modèles qu'on peut trouver sur d'autres sports de haut niveau. Mais j'ai juste envie de dire qu'on a essayé en fait de se dire qu'aujourd'hui, un staff, c'est l'idée d'avoir en fait de réunir en fait des spécialistes. On est parti un peu sur cette idée-là et en fait notre fil conducteur finalement, c'est l'idée en fait de parler de la performance. Alors je m'explique, vous pouvez voir sur le slide qui s'affiche, pardon. Euh, la performance, c'est vraiment, je pense que c'est le mot le plus juste, mais c'est quelque chose qu'on peut totalement, j'ai envie de dire, transférer d'un monde à un autre, c'est-à-dire que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde du sport. Pour moi, c'est très important parce que finalement, quand on parle de performance d'une manière très générale, hein, bien évidemment, dans le sport, on part souvent de résultats. C'est très réducteur. Pour moi, c'est assez réducteur parce que cela voudrait dire qu'en fait, gagner, ça, vous pouvez le transposer, je pense, sur d'autres. Peut-être si vous avez certaines idées en tête, mais vous pouvez transposer cette idée-là sans souci. C'est-à-dire que dire au final, être performant, c'est finalement gagner le championnat. Finalement, c'est gagner les matchs. Et nous, on pense d'une manière générale au CSP que non, c'est pas seulement gagner, mais il faut absolument, en fait, dans l'idée qu'on puisse, ce qu'on dit communément dans le monde de l'entreprise, c'est créer de la valeur pour les parties prenantes. Autrement dit, aujourd'hui, on doit réussir à créer de la valeur pour les joueurs, pour les coachs, pour notre encadrement, on va dire d'une manière générale, c'est-à-dire que on vient un peu avec cette notion de double projet. Vous voyez, on vient avec cette notion de dire, voilà, on a le résultat qui est finalement un objectif qui est fixé par l'organisation, et puis finalement, on a également un objectif, c'est que chaque partie prenante de cette organisation doit également, comment dire, on doit créer de la valeur les uns pour les autres. Je m'explique. L'idée, c'est de dire que finalement, la performance finalement est un résultat, mais c'est aussi l'idée de dire que chaque personne contribuant au fait de rendre cette équipe performante doit également progresser. Et là, par exemple, mon rôle est très important par rapport au joueur. L'idée, c'est de dire que le joueur va avoir un objectif collectif, mais il va également avoir un objectif individuel. C'est de cette façon-là qu'on voit les choses. L'idée, c'est vraiment de dire que cette performance, c'est le fil rouge. Finalement, comme je le répétais, comme je le dis au début, c'est de dire finalement résumer la réussite au seul résultat. Un seul résultat c'est finalement assez réducteur pour toutes les personnes impliquées dans l'organisation. Donc c'est un peu l'idée. Ensuite, ce que j'essaye un petit peu d'expliquer à chacun, c'est que cette performance, on va très vite parler finalement des déterminants de la performance. Finalement, c'est les leviers qui vont nous permettre justement de parler de cette performance. Et les leviers, vous allez comprendre assez facilement. C'est dans le sport de haut niveau, ça bien évidemment le tactique, c'est une évidence, le technique, le physique, la santé, et il ne faut surtout pas mettre de côté le mental. C'est très important aussi. Donc,
L'idée, c'est de dire qu'en fait, derrière chaque levier de performance, on va avoir un expert. C'est un peu ça l'idée. Donc, un expert, un spécialiste. Sur l'aspect tactique, nous avons 2 assistants qui sont chargés donc de la stratégie d'une manière générale, mais défensive. Un assistant pour la défense, défensive, et stratégie offensive, un autre assistant. Et c'est de cette manière qu'on a structuré le staff. L'aspect technique, où j'interviens. Donc, moi, je suis un assistant qui est chargé du développement individuel. L'aspect physique, on va avoir un préparateur physique et également un data analyst qui, lui, va se charger de la planification des entraînements. Et ensuite, l'aspect mental, et ce qui est plutôt un plus, et je pense vraiment très important aussi dans notre quotidien, c'est l'idée d'avoir un médecin psychiatre. On a déjà eu l'opportunité d'avoir un consultant durant la saison aussi également pour certains joueurs. L'idée, c'est vraiment quand on parle de consulting, un consultant, c'est vraiment dire de personnes qui vont venir de l'extérieur du staff. Mais voilà, on travaille, l'idée, c'est de travailler en équipe. C'est que même si cette personne-là n'appartient pas au staff, on a toujours cette volonté de travailler en équipe. Donc, et pour terminer, santé, bien évidemment, médecins, kinésithérapeutes et ostéopathes qui vont intervenir dans le quotidien de l'équipe. Donc, vraiment, l'idée, c'est de dire, notre fil conducteur, c'est la performance. L'idée de dire derrière, c'est nous avons différents leviers autour de cette performance et derrière chaque levier, nous avons un expert. Ça explique l'idée de dire pourquoi nous aurions finalement un player développement au sein de l'organisation. Mais parce que nous avons des experts sur le tactique, parce que nous avons des experts sur l'aspect mental, nous avons des experts sur l'aspect médical, santé, et également sur l'aspect physique. Donc finalement, la suite, vous la comprendrez assez facilement. Finalement, l'entraîneur principal n'est plus pour moi, en tout cas, c'est comme ça que c'est de cette façon-là que j'interprète les choses. Finalement, pour moi, l'entraîneur n'est plus un coach comme on peut appeler de manière, ouais, voilà, comme on peut l'appeler communément. Mais pour moi, ça devient un manager. L'idée, c'est un peu ça. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, nous avons un manager qui, lui, va non seulement manager les joueurs, bien évidemment, mais il va également manager son staff qui, lui, par contre, qui dans son staff va avoir des experts pour tous les leviers de la performance. Donc, ce qui va lui permettre dans le quotidien, et c'est assez simple, c'est l'idée de dire, mais finalement, dans le quotidien, nous avons des process, je vous en parlerai un peu plus par la suite, mais l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, on a chacun un domaine d'expertise, et derrière, notre coach va tenter, notre manager va tenter en fait de coordonner tout ça. Et ça nous permet en tout cas de procurer en fait, de vraiment mettre dans le quotidien une véritable ambiance de travail. Et c'est quelque chose qui fonctionne, qu'on continue en tout cas. C'est un modèle qu'on continue qu'on continue encore cette année. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et je pense que l'organisation en est assez satisfait. Sur l'aspect, sur les missions que je vais avoir au sein donc de ce staff. Bon, écoutez, c'est assez. J'ai divisé en fait cette partie-là en deux parce que j'ai envie de dire finalement ces premières missions elles sont assez basiques. Donc l'idée c'est de développer. L'idée principale c'est de développer les compétences techniques. Maintenant, comment va-t-on développer finalement ces compétences techniques? Donc la première étape, c'est de déterminer les compétences techniques prioritaires. Ces compétences techniques, je ne vais pas le décider seul. Je vais bien évidemment le décider avec le manager, avec le coach. Donc, c'est très important. On va déterminer 3 priorités. Bien évidemment, c'est souvent, et je le dis parce que c'est une question qui revient souvent, mais c'est sur l'aspect offensif. Alors, il peut avoir certains aspects défensifs, mais c'est vraiment sur des choses très particulières, très précises. Mais l'idée, elle est là. C'est vraiment développer les compétences techniques, on va dire, en équipe avec le manager. Une fois qu'on a déterminé ces priorités,
on va les partager avec le joueur. Parce que vous savez tous que travailler de manière individuelle avec un joueur, ça peut paraître sur le coup assez facile, mais en fait, la réalité, c'est que si vous voulez obtenir un gain, il faut absolument que le joueur s'approprie les choses. Pour qu'il se les approprie, il faut simplement qu'il les comprenne. Il faut bien comprendre que ce n'est pas toujours évident pour le joueur. Dire, attends, moi, je me demande de travailler, mais bon, moi, j'ai l'impression d'être plutôt bon sur l'aspect, je vais donner un exemple, plutôt bon sur l'aspect post-up, plutôt bon sur l'aspect du tir. Et là, on me dit aujourd'hui qu'il faut que je continue à perfectionner. Je sais pas, ça peut engager des discussions quand il y a des désaccords, mais c'est très important parce qu'au final, si le joueur ne comprend pas, il ne progresse pas. En tout cas, s'il ne le partage pas, il ne progresse pas. Ensuite, bien évidemment, l'idée va être de planifier les entraînements. Donc la planification, pour moi, c'est l'enjeu numéro 1. Parce que forcément, quand vous avez un match par semaine, ça donne peut-être plus d'amplitude dans le travail que l'on va faire dans le quotidien, dans le travail individuel. Mais il faut bien entendre que quand on a 2 matchs par semaine, c'est une véritable organisation à avoir avec tous les joueurs. Et il faut réellement être réactif. Ouais, vraiment être réactif pour permettre à chacun de pouvoir s'organiser et en même temps, par la même occasion, souvent j'en parle, on collabore également avec le préparateur physique et le data analyst parce que bien évidemment, la charge d'entraînement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, il faut être méfiant quand on a un joueur, en tout cas avec les datas, quand on sent qu'un joueur est sur une semaine à risque, on sent qu'il a accumulé, on va dire plutôt, il a accumulé de la fatigue, il faut être très prudent sur la manière dont on va travailler avec lui. Peut-être que malgré tout, même si le joueur va avoir tendance à vouloir travailler malgré tout, il va falloir quand même réguler en tout cas le travail. Réguler le travail, ça veut peut-être dire ça veut peut-être réduire le temps d'entraînement, ça veut peut-être dire avoir une intensité beaucoup moins haute. Enfin, voilà, c'est des paramètres à prendre en ligne de compte qu'on va déterminer avec le data analyst et le préparateur physique. Bien évidemment, forcément assurer le travail du quotidien. Je continue sur cette deuxième partie, il faut entendre également qu'on a des situations qui sont assez, j'ai envie de dire, fréquentes pour tous les entraîneurs. C'est-à-dire que, voilà, on a des blessures dans le quotidien. Des blessures, alors souvent les gens entendent dans blessure un aspect, on va dire, quelque chose d'assez grave, mais c'est pas toujours. Quand je dis grave, c'est-à-dire on ne parle pas de rupture des ligaments croisés, je peux très bien parler tout simplement d'une entorse de la cheville, tout à fait bénigne, et sur lequel on ne va prendre aucun risque. Mais par contre, il faut entendre également que cette partie-là, par exemple, on va devoir la coordonner. Et pour la coordonner, donc pour moi, c'est vraiment des situations et pas forcément des cas particuliers comme certains peuvent le voir, mais c'est vraiment le quotidien. Les petites blessures, vous savez très bien que c'est des choses qui peuvent arriver régulièrement. Sauf qu'on va essayer vraiment de traiter le problème de manière, de manière logique. C'est-à-dire que le joueur va passer un peu par 3 étapes. Il va passer par l'étape médicale, donc c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas le feu vert du médical, il ne reviendra jamais, il ne reviendra pas sur le terrain. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est passé par la case médicale et que nous avons le feu vert du médecin et du kiné dans le quotidien, il va passer dans la case du préparateur physique. Donc, il va tenter de le réathlétiser. Mais si je n'ai pas le feu vert du préparateur physique, je ne vais pas pouvoir travailler avec le joueur. Et une fois qu'on a les 3 feux verts, à ce moment-là, on peut commencer à l'intégrer sur l'entraînement collectif. Et encore même sur l'entraînement collectif, il va peut-être l'intégrer, mais il faut bien entendre qu'il ne l'intègre pas à 100% dès le début. Il va l'intégrer au fur et à mesure. Et tout ça va être déterminé par le data analyst. Et bien évidemment, discussion avec tous. Donc, mon rôle au sein de cette case réathlétisation, cette situation, ça va être de coordonner en fait le médecin, l'aspect médical et l'aspect physique et technique. Voilà. Et ensuite de pouvoir faire ce retour-là à notre entraîneur.
Ensuite, vous avez aussi dans le quotidien un programme qu'on a déterminé pour les jeunes et débutants. Alors, ça paraît un petit peu réducteur de dire ça de cette façon-là, mais c'est une réalité. C'est de dire euh, aujourd'hui, nous avons des jeunes au sein de l'équipe. Vous avez Timothée Cruzol, Ludovic Beyers, qui sont des jeunes joueurs, et puis vous aviez cette année Benoît Mbala, qui était débutant. Quand je dis débutant de JP Elite. C'est-à-dire, oui, il cumule quelques années professionnelles en Pro B, mais on considère débutant pour cette JP Elite. Cette année, on va également intégrer Grismé Pommier, qui vient de Sachin-Mont, donc qui vient de Pro B aussi. Donc notre rôle, ça va être également dans le quotidien, en fait, de déterminer un espèce de programme, c'est-à-dire, vous verrez sur des planifications, mais généralement, on planifiait l'entraînement des jeunes et débutants le lundi matin. L'idée, c'est de dire qu'on va intégrer, pareil, un travail des priorités qu'on aura déterminées avec le staff, notamment avec l'entraîneur, et également des priorités qui ont été déterminées avec le préparateur physique. Et on va en tout cas associer les deux et leur proposer de venir sous forme de groupe réduit le lundi matin. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien parce que nous, on part du principe qu'on a des joueurs, on a différentes catégories de joueurs en fait au sein de l'équipe. On a des joueurs aguerris, on a des joueurs d'expérience, on a des joueurs qui ont déjà fait 4 ou 5 ans de Jeep Elite. Donc là, on va être dans une dynamique d'adaptation, mais où on va adapter le travail individuel. Mais par contre, pour des jeunes joueurs comme Timothée Cruzol qui vient d'intégrer un club professionnel et qui vient de l'INSEP, pour nous, c'est aussi une façon en fait de l'éduquer sportivement dans son quotidien. De dire aujourd'hui, voilà comment se comporte finalement un professionnel aujourd'hui, un professionnel, un athlète professionnel. Donc là, il y a du travail à faire. Vous verrez, on débat, enfin, j'argumenterai aussi sur le fait de travailler avec des routines dans le quotidien, mais la réalité, elle est là. Et pour un joueur comme Benoît Mbala, l'idée, c'est de lui dire oui, mais aujourd'hui, si tu souhaites dominer, en tout cas, être un joueur dominant de la Jeep Elite, il faut comprendre que ça ne va pas venir uniquement par l'entraînement collectif, mais ça va venir également par en tout cas un temps de travail qui sera en dehors de celui de l'équipe. Donc là, je trouve que c'est plutôt assez positif. En général, c'est plutôt positif ce qu'on arrive à faire. Puis surtout, on a vraiment une dynamique de travail. On a réussi à créer une vraie dynamique de travail pour chacun. C'est plutôt bien. Et puis un détail vraiment, un détail auquel on pensera vraiment, mais finalement, c'est l'intégration des nouveaux joueurs. Parce qu'on intègre des fois des nouveaux joueurs en cours de saison suite aux blessures. Et la meilleure manière d'intégrer un joueur dans une équipe, c'est le travail individuel. Pourquoi ? Parce que le joueur, souvent, quand il arrive, il n'a pas de repère, il ne connaît personne. Et souvent, j'ai envie de dire, souvent le premier contact, c'est l'intendant, bien évidemment. Mais ensuite, le premier contact terrain, j'ai envie de dire, ce sera moi au final parce que je vais apprendre à le connaître, je vais discuter avec lui, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de faire des retours également au coach pour essayer pour permettre en tout cas à l'entraîneur de pouvoir anticiper ce qu'on appelle un peu c'est quelque chose même que je fais dans le quotidien, mais c'est ce qu'on appelle un peu du management finalement de proximité. On va essayer d'écouter, d'entendre et de voir comment on peut l'intégrer de la meilleure manière possible. Mais c'était, par exemple, ça a été un peu le cas pour nous, par exemple, sur le mois de novembre, décembre, on a eu quelques blessures qui sont enchaînées et on a dû, forcément, intégrer des nouveaux joueurs. Et pour moi, c'est en tout cas, c'est très important en tout cas de ne pas laisser le joueur venir intégrer l'équipe sans à un moment donné faire un effort en tout cas dans sa direction. Pour moi, c'est juste pas possible. Quand on a intégré des Marcus Nelson, ça nous a des Marcus Nelson connaît très bien le championnat pour y avoir été MVP pendant les finales par exemple avec Villeurbanne, mais par contre c'était très important en fait de partager son quotidien en dehors du travail collectif, parce que ça nous a permis tout à chacun de gagner du temps au final, de faire des retours, de gagner du temps et de tout de suite essayer d'ouvrir le dialogue avec le joueur.
de ne pas avoir cette phase, vous savez, cette phase d'observation où on se regarde et on tente, on essaye de s'apprivoiser. Donc voilà, en tout cas pour l'ensemble de mes missions. Je vais maintenant essayer de rentrer un petit peu dans le détail et, euh, ça me paraît très important euh, parce que ça, c'est finalement ce que je fais dans mon quotidien. Mais ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est comment finalement je travaille personnellement. Et sans ce travail personnel, déjà, moi, j'aurais, je pense, beaucoup de difficultés en fait à travailler avec mes joueurs. À savoir que là, je vous ai affiché par exemple 2 fiches de scouting sont relativement basiques, hein, mais 2 fiches de scouting que j'ai fait sur 2 joueurs que j'avais la saison précédente, qui sont Joe Roussel et Axel Bouteille. Et c'est vraiment très important pour moi parce que ça me permet en fait de connaître le joueur. Et il faut bien entendre que le joueur, quand il arrive et qu'il commence le travail, il faut absolument qu'il ait le sentiment que vous le connaissez par cœur, que vous ne le découvrez pas. Parce que faut bien entendre que ça va être très, si en tout cas on est on n'est pas dans cette dynamique, ça va être très compliqué de créer du lien avec le joueur. Quand je parle de lien, je parle de lien dans le travail, c'est-à-dire de le tirer en tout cas sur l'entraînement individuel. Ça va être, même si le joueur est volontaire, si vous faites des choses qui sont totalement à l'encontre de ce qu'il est, bon, il n'accrochera pas et finalement, à terme, il désertera l'entraînement individuel. Ce n'est pas le but. Comme je vous disais, l'objectif, c'est de créer réellement une ambiance de travail. Et pour ça, le scouting, pour moi, c'est un peu le socle de mon travail dans le quotidien, d'essayer de comprendre à travers des chiffres, des observations. Ça m'est déjà arrivé également de contacter d'autres joueurs sur la Jeep Elite pour essayer de mieux connaître mes joueurs. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on intègre Ludovic Beyerst durant la saison, je n'ai pas hésité. Alors, évidemment, nous avions déjà des joueurs comme Nicolas Lang qui le connaissaient, mais je n'ai pas hésité à contacter, par exemple, Damien Inglis, qu'on avait eu la saison précédente, qui était avec lui à Strasbourg, et d'essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de Ludo déjà dans son quotidien à Strasbourg. Donc là, vous pouvez voir en tout cas sur la fiche, elle peut être très intéressante sur par exemple Axel Bouteille, où donc moi j'essaye voilà, vous avez vraiment quelque chose d'assez basique. J'en parlerai un petit peu avec Ocular Dominance, que vous voyez un terme left et profil cross player, je vous en parlerai après sur le focus du tir. Donc moi j'essaye de faire en fait déterminer un profil. Une fois que j'ai déterminé le profil, voilà, je rentre dans certains détails. J'ai essayé de comprendre un petit peu quel type de joueur était Axel. Axel, d'une manière générale, je pense que tout le monde l'entendra, c'est un joueur qui est plutôt scoreur, qui a en tout cas cette identité-là. Mais il faut comprendre, pour moi, à travers les chiffres, pourquoi, en tout cas, illustrer le fait qu'il était scoreur, un joueur qui finalement passe peu le ballon par rapport au reste de son équipe, en tout cas sur les postes arrière, un joueur qui avait un tir à 3 points qui était peut-être un des plus faibles de son équipe, en tout cas sur les postes arrière, et par contre un joueur qui perd très 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 peu de ballons très peu de ballons. Ça c'est aussi un détail qui est assez important. Donc un joueur qui tient très bien son ballon, qui a une vraie tenue et un bon contrôle de balle, et puis finalement d'essayer de repérer. Alors on utilise notre source de travail du quotidien, c'est réellement Synergie. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une base de données qui nous permet d'avoir en tout cas une base de données par la vidéo qui nous permet d'avoir de scouter chacun. Et le skills ranking, c'est finalement le classement des compétences, de comprendre que c'est un joueur qui est très fort sur transition, un joueur qui est plutôt qui s'exprime beaucoup sur les situations de spot-up. Je vous donne une situation de spot-up très simple sur des situations close-out, par exemple, ou d'attaque de close-out, ou encore sur des situations de post-up, ce qui m'avait un petit peu surpris au départ. Alors, il en fait très peu, forcément, mais dès qu'il en fait, il est assez bon sur ces aspects-là.
Donc finalement, ça me permet de déterminer et de dire, OK, j'ai affaire en tout cas à un joueur qui aime scorer. Voilà, c'est une réalité. Donc à partir du moment que je le sais, je vais pouvoir commencer à orienter mon travail, commencer à discuter avec l'entraîneur sur les priorités qu'on va devoir mettre en place. Sur Axel Bouteille, la priorité, pour moi, venait forcément de son tir. Donc, bon, c'est un exercice qu'on a plutôt bien réussi avec lui quand on voit sa trajectoire, mais ça a été une priorité. Joe Roussel, ça a été assez pareil, c'était intéressant, peut-être plus de détails sur l'aspect, parce que c'est un joueur, pour moi, c'était un joueur déjà guéri, c'est un joueur qui quand on l'a intégré, avait fait des choses déjà très intéressantes dans sa carrière. Et donc voilà, donc là, par exemple, vous pouvez voir cette fiche. Et l'idée, c'était, je, je parle d'un aspect très précis sur sa fiche, qui est le shot selection, qui permettait de comprendre que finalement, dans le domaine du tir, on a un joueur qui, 92% du temps, tire à 3 points. Et les 7% dont on entend vous dire que c'est ridicule, va peut-être tirer dans le mid-range ou dans le short-range, donc finalement finir au cercle. Donc finalement, vous avez un joueur qui privilégiera toujours sur l'aspect individuel le tir à longue distance. Ça paraît évident quand on le voit jouer. Ça paraît évident juste avec les yeux, mais là, à un moment donné, pour moi, c'est très important d'avoir des chiffres parce que quand vous discutez avec le joueur, si vous êtes sur des observations, pour moi, ça reste subjectif. Donc, pareil, de voir un petit peu en voyant ça, j'ai voulu voir un petit peu sa rentabilité sur le tir à 3 points. Alors, évidemment, c'est toujours des choses qu'on peut discuter, qui sont discutables, j'ai envie de dire, parce que tout dépend des situations que le coach va mettre en place autour du joueur. Mais c'était très intéressant de voir qu'il avait réussi un pourcentage très élevé il y a 2 ans. Et finalement, peut-être que la dynamique, c'était de revenir, d'essayer en tout cas de l'amener à retrouver ces pourcentages aussi élevés. Un exercice qui reste quand même compliqué parce que, je le répète encore, le travail individuel, comment dire, penser qu'à un moment donné, parce qu'on travaille individuellement ou moi, parce que je suis chargé du travail individuel, je peux améliorer n'importe quelle compétence, c'est une erreur. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, mon travail associé au management et au travail des autres experts qui m'entourent, oui, va nous permettre clairement d'améliorer les compétences du joueur. Mais ça reste un travail collectif. Donc là, vous pouvez voir ensuite des détails sur le classement des compétences qui sont relativement intéressantes, notamment sur le fait quand il est quand il a le ballon en main, notamment sur le dribble, il est sur l'idée de toujours tirer, de toujours venir sur son tir à longue distance ou un tir même sur les zones intermédiaires. Il est systématiquement sur sa main gauche. Donc voilà, et que c'est un joueur, quand il terminera toujours main droite. Donc c'est des petits détails. Voilà, des petits détails, mais très importants. Yacine, j'ai juste une question. Euh, Tu as parlé de la définition du travail qu'il y a à faire avec le joueur. Euh, Dans le choix des compétences que vous allez développer, Ouais. il se fait, donc je suppose qu'il y a une discussion entre toi et le coach. Euh, Quel est l'équilibre entre toi, ce que tu vois, et ce que le coach va avoir besoin du joueur? C'est une. Déjà, le coach, il a déjà une idée parce que il a déjà une idée souvent qui est assez claire dans sa tête parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le coach qui recrute. Donc ça, c'est très important. C'est le coach qui recrute les joueurs. Donc il connaît, la plupart du temps, c'est ce qu'en tout cas, je pense que les coachs connaissent évidemment leurs joueurs. Et, euh, et l'idée, en fait, dans cette idée de partager, en fait, partager avec le coach, c'est finalement de confronter nos points de vue. Ça nous est déjà arrivé qu'on soit un peu dans le compromis, comme on dit, c'est de dire je vois ça comme ça, le coach peut-être voit peut-être une autre priorité, et puis on se dit ok, bah, écoute, on va fonctionner de cette façon-là, et puis on en rediscute finalement dans un mois, dans quelques semaines, on refait le point. Donc finalement, quand tu dis le coach, évidemment, pour moi, c'est le coach qui a le dernier mot, c'est une évidence. Euh, c'est une évidence. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que voilà, moi, je suis dans mon domaine d'expertise, j'amène mon expertise, mais c'est au coach à un moment donné de l'utiliser ou non. Là, pour le coup, on est vraiment dans le dialogue, en tout cas.
et ça fonctionne plutôt bien. Par contre, on ne peut pas déterminer, il n'y a pas 10 priorités à déterminer, il y en a 3. En tout cas, on s'est toujours imposé le fait d'avoir 3 priorités et elles n'ont pas toutes le même niveau d'importance. Parce que ces priorités, tu vas devoir aussi comment je pourrais dire ça? Ces priorités, finalement, elles sont aussi elles sont explicables par le poste de jeu. Je vais donner un exemple. Il est une évidence que Nicolas Lang, pour nous, on le considère comme un expert du tir. Donc forcément, prioritairement, il faut entendre que Nicolas Lang doit continuer à devenir un expert du tir. Il doit continuer à être un expert du tir. Par contre, on a développé des choses, on a développé certains aspects du jeu de Nicolas sur le pick and roll et sur le post-up. C'est-à-dire que on a développé, c'est-à-dire dans les formes de jeu qui ont été mises en place durant la saison, il y a des situations où on va voir Nicolas Lang faire du post-up. On va avoir des situations, on va avoir Nicolas Lang sur du pick and roll, où il va être en capacité même de tirer sur une situation de pick and roll. Mais selon la situation qu'on va lui proposer, ça va être important, ça va être important de travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans le quotidien avec Nicolas. Et on l'a déterminé de cette façon-là. J'ai envie de dire par l'importance que va avoir chaque compétence qu'on va travailler dans le quotidien. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, oui. Donc, en tout cas, c'est un moment très important pour moi de la saison. C'est une réunion très importante parce que c'est le début. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment là où, pour moi, je commence le travail réellement. Et c'est forcément une réunion que je prépare parce que, comme je vous ai dit, je la prépare avec tous les scootings, tous les retours que je peux avoir entre ce que j'ai vu, bien évidemment, et les différents coachs que j'aurais contactés durant la saison ou coéquipiers. Parce que souvent, j'aime beaucoup contacter les joueurs parce qu'on a des fois des échos qui sont peut-être légèrement différents de ce qu'on peut entendre de la part d'un staff. Et il ne faut pas oublier également que le joueur s'adapte aussi au projet qui est proposé collectivement par le coach. Voilà, donc moi, pour donner un exemple très concret, quand vous avez des fois des joueurs qui font peut-être 2 mètres, qui ont une vraie capacité, des ailiers qui font 2 mètres, qui ont une vraie capacité à poster, et pourtant, on ne les voit pas poster, on ne les a pas vus poster de l'année la saison précédente. Donc la question, c'est est-ce qu'on leur a empêché de poster? Est-ce qu'ils n'ont pas finalement cette compétence-là? Enfin, voilà, et c'est des petites choses qu'on peut très vite apprendre par les coéquipiers, notamment sur l'entraînement. Voilà. Toujours sur l'aspect mission, il est important également d'entendre qu'il faut qu'on évalue le joueur en fait dans le quotidien, parce que l'évaluation c'est quelque chose dont on parle très peu, mais qui est un aspect très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir une photo quelque part du joueur dans le quotidien. C'est à savoir qu'on a besoin de mesurer un petit peu son travail. Je m'explique. On va faire ce qu'on appelle, là, vous voyez, une fiche et en fait, une fiche, une espèce de grille en quelque sorte, avec des situations de jeu ou de situations de tir finalement, et avec l'illustration notamment que vous voyez sur lequel c'est marqué Player Development, où l'idée en fait elle est assez simple, c'est de dire qu'aujourd'hui sur des situations, par exemple, de tir, de spot-up, j'ai besoin de savoir, en fait, dans le quotidien, si le joueur progresse. C'est-à-dire que, vous voyez, nous, on va faire, on le voit très souvent dans le quotidien des joueurs faire peut-être des grilles de tir. Et puis, mais le problème, c'est que finalement, on n'a pas l'opportunité de mesurer leur progression. Et l'idée, elle est un peu là. Mesurer, pour un moment donné, j'ai envie de dire, mieux les challenger dans le quotidien. Ça, c'est très important. Donc, on a déterminé quelque chose qui est assez, finalement, qu'on retrouve un petit peu dans toutes les organisations, j'ai envie de dire en NBA, par exemple. Le sentir, c'est quelque chose les sentirs qui sont c'est assez commun, mais qui, pour moi, est un vrai moyen de mesurer, en fait, la progression de chacun.
Et on va déterminer un nombre de situations, des situations qui forcément vont revenir dans le jeu que nous allons proposer, en tout cas collectivement. Donc, vous voyez spot up 1, shoot up dribble qu'on va faire par exemple autour d'un plot. Donc, vous pouvez regarder les détails. Le lift and drift qui permet d'utiliser, en fait, de travailler le tir en mouvement. L'idée un petit peu de travailler sur le spacing. Le roll and replace, donc tous les tirs qui sont, en tout cas, le tir possible autour d'un pick and roll, le spanny screen. Voilà, toutes ces petites choses que l'on va rencontrer en tout cas dans le quotidien. Et on va l'évaluer. Alors, vous voyez, là, c'est marqué guards, donc c'est vraiment une fiche qui est spécifiée aux arrières, mais on a également la même chose pour les intérieurs shooters. Et voilà, ça, c'est un outil d'évaluation pour nous. On a d'autres, on utilise également d'autres moyens, mais pour moi, c'est l'un des moyens, en tout cas, les plus efficaces qu'on peut avoir, en tout cas, et qui permet aussi à l'entraîneur de voir finalement que le travail fonctionne. Que le travail, alors je dis fonctionne, que ça permet en tout cas de voir une évolution ou non du joueur. De voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, il a commencé à 50. Là, dans le quotidien, il est plutôt vers les 60, 70. À la fin de l'année, il est vers les 80. Ça veut dire vraiment qu'on a un joueur qui s'est totalement approprié le travail qu'on a pu mettre en place et qui, en plus, avec ça, à travers les évaluations, progresse. Voilà. Le travail individuel lui-même, donc il existe autour des entraînements, il existe à des, j'ai envie de dire, il existe à des moments où les joueurs n'ont pas d'entraînement collectif. Je vous montrerai quelques planifications. Il existe même des fois quand on descend du bus. Et pour moi, c'est l'idée de l'entraînement, c'est qu'il faut que l'entraînement individuel, il faut qu'il soit vraiment très clair. Très clair, que ce soit pour le joueur comme pour l'entraîneur. Vous allez avoir finalement deux axes qui sont la performance et le développement. Mais c'est une évidence parce que quand vous travaillez sur le développement, je donne un exemple très simple, vous allez plutôt travailler le développement avec des joueurs jeunes comme Crusoe, comme Bayers, même comme Mbala Benoît Mbala sur certains aspects de son jeu. Et puis vous allez travailler sur la performance, par exemple avec Ogo Imberniti sur l'aspect encore une fois de plus du tir. Donc l'idée, en fait, c'est en tout cas d'avoir un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, foncièrement, dans le quotidien du travail individuel, il y a un aspect fondamental, donc il y a les basiques, il y a l'aspect spécifique. L'aspect spécifique, on peut très vite l'orienter vers des situations de jeu ou vers des compétences liées au poste de jeu. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'opposition. Donc, l'opposition, elle est généralement, bien évidemment, dans le travail individuel, elle est scénarisée, toujours. Comme je vous ai dit, la charge d'entraînement, c'est un enjeu majeur. Moi, je vais être très honnête, je ne suis pas un adepte de la haute intensité du matin au soir. Je trouve que ce n'est pas de cette façon-là c'est pas de cette manière-là qu'on va manager les joueurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener de l'intensité la veille d'un match. Il faut en tout cas, cette intensité, il faut la manager. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Pour moi, durant la saison, on ne peut pas entraîner comme on entraîne durant l'été. Ça, il faut bien que tout le monde comprenne qu'il y a des enjeux trop importants. Aujourd'hui, il peut toujours avoir un risque quand on commence à voir les choses de cette façon-là, un risque à la blessure. Là, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Aujourd'hui, un joueur qui se blesse sur un entraînement individuel, pour moi, c'est un coup dur. Je vous le dis franchement, c'est un coup dur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a peut-être pas fonctionné. Peut-être que, alors nous, on a cette chance-là, en tout cas à Limoges, d'avoir les datas. Les datas, elles nous permettent un petit peu, de nous mettre en garde sur le travail qu'on va faire, en tout cas avec les joueurs. Parce qu'il faut bien entendre que les datas, elles nous permettent même d'organiser l'entraînement collectif. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut manager. Si dans l'entraînement collectif, on manage l'intensité, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas sur l'entraînement individuel. Donc,
Donc, pour revenir en tout cas au concept, l'idée, c'est de dire que je dois systématiquement avoir deux de ces trois concepts. C'est-à-dire, je peux très bien commencer l'échauffement de mon entraînement individuel qui peut durer, et ça, je le dis, vraiment de faire une aparté là-dessus, mon entraînement individuel, selon, comme je vous ai dit, la charge d'entraînement, selon le moment de la semaine, il peut être entre 20 et 45 minutes. Clairement, il peut même aller jusqu'à 1 heure sur un jour off. Et encore, ça sera toujours sous le contrôle du data analyst et de la cellule médicale et du préparateur physique. C'est vraiment important. Mais donc, en tout cas, vous avez trois concepts. L'idée, c'est toujours avoir un de ces deux concepts, en tout cas sur l'entraînement. Je peux très bien commencer l'entraînement par des fondamentaux, tout ce qui est des fondamentaux basiques. L'idée, par exemple, de travailler sur le post-up, en tout cas si c'est le thème principal de l'entraînement individuel, on peut très bien commencer par des fondamentaux avec des finitions près du cercle. Et puis, je peux, en deuxième concept, utiliser par exemple le spécifique, donc travailler sur des situations ou des plays que le coach utilise avec l'équipe et d'essayer de travailler sur un temps fort du play où il y a cette situation de post-up. Autour de cette situation de post-up, il peut avoir une course, il peut avoir différentes choses. Et sur le reste de l'entraînement, travailler sur ces aspects spécifiques. Mais je peux très bien également travailler sur ces fondamentaux pendant l'échauffement et aller sur l'opposition. Je le répète encore, scénariser. J'aime beaucoup, par exemple, faire des séances de tir avec une contestation. J'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on se rapproche. Je pense clairement qu'on se rapproche on se rapproche en fait de l'entraînement. En fait, on se rapproche du match, tout simplement. L'idée est un peu là. Ensuite, il faut entendre également que ça peut fonctionner de différentes façons également. Je peux très bien faire des choses très spécifiques sur l'échauffement et finalement travailler sur le reste, sur des fondamentaux. Donc voilà, ça laisse vraiment la porte est ouverte. Mais c'est de cette façon-là que je travaille dans mon quotidien. Alors, bien évidemment, il n'y a pas je tiens à dire à chacun, il n'y a pas d'improvisation, hein, tout est préparé, tout est répertorié, tout est répertorié de manière que le coach et le staff puissent avoir accès à tout ça. Voilà. Un aspect encore qui est important dans notre quotidien, c'est les routines et les programmes. Alors, je m'explique. Les routines, c'est un aspect que tout le monde connaît, bien évidemment. Pour moi, c'est un réel gain de temps parce que ça permet de travailler en tout cas en termes de fréquence ou en charge de manière importante sur des temps, peut-être des temps limités tous les jours, en tout cas de manière régulière. Là, par exemple, vous avez à gauche le travail, en tout cas la routine qu'avait Sékou Doumbouya quand il était à Limoges. Et il faut savoir une chose, pour différentes raisons, on a voulu que cette routine soit la même, cette petite routine d'entraînement soit également la même routine en tout cas avant l'échauffement collectif durant les matchs, avant les matchs. Donc l'idée, c'est un peu de dire l'idée, c'était que Sékou s'approprie totalement sa routine. Et donc, pour moi, pour qu'il puisse s'approprier sa routine, il est jeune et je pense qu'il était un petit peu en découverte là-dessus. L'idée, c'est de dire, OK, c'est quelque chose que tu fais tous les jours et que tu vas continuer à faire le jour du match. Donc, voilà, c'est quelque chose qui était assez basique, mais qui répond en fait totalement à l'idée, aux compétences qu'on souhaitait en tout cas perfectionner et également aux compétences qu'il possédait déjà. Ensuite, vous avez le shooting programme de Hugo Ivernizzi. Donc, c'est un programme qu'on fait en général le mardi matin et le jeudi matin, donc, parce que c'est des moments où il n'y a pas c'est pas un moment collectif, c'est pas en tout cas un entraînement collectif. Donc, l'idée, c'était de dire aujourd'hui qu'on peut très bien proposer sous forme de groupe réduit des programmes de tir. Les programmes de tir sont tous différents pour tous les joueurs. Pourquoi ? Parce que tous les joueurs, alors il y a des choses qui sont communes, hein, bien évidemment, mais il y a des choses sur lesquelles, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir demander
Jerry Boutier de faire le même programme de tir que Hugo Ivernizzi. Ça n'a pas de sens. Donc c'est assez intéressant parce que pareil encore dans l'idée d'évaluer, ça permettait ça permet finalement d'évaluer le joueur, mais de manière beaucoup moins précise pour moi que les 100 tirs, parce que on était sur un nombre de tirs à réaliser, c'est-à-dire un nombre de tirs réussis à réaliser. Et pour moi, j'ai vu aussi un gain très intéressant à travers ces programmes-là. Je l'ai vu avec Axel, je l'ai vu avec Marcus Gignard, je l'ai vu avec Nicolas Lang, je l'ai vu avec Hugo Ivernizzi, je l'ai vu avec de nombreux joueurs parce que l'idée, c'était de créer finalement une forme de routine. C'est une forme de routine, mais sur lequel en fait le joueur est totalement dans ce qu'il sait réaliser. Ce qu'il sait réaliser. Et c'est quelque chose qui fonctionne plus, comme je vous dis, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans le quotidien. Voilà. Yacine, j'avais une question avant que tu abordes la planification. Il y a une question sur l'évaluation, le schéma que tu as montré sur le travail de tir, là, l'évaluation, les 100 tirs. Ouais. Et la question, c'est quelle valeur donner à une évaluation dans un contexte entraînement très différente de celui du match? Ouais. Oui, tu as raison. Mais en fait, je m'explique. L'idée, en fait, c'est de dire que comment aujourd'hui évaluer, si demain tu décides d'évaluer seulement le tir, alors bien sûr qu'il y a l'évaluation le jour du match, parce qu'on a des statistiques, on a tout ce qu'il faut, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, si par exemple tu évalues ton joueur uniquement sur cet aspect-là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'avoir une tendance, alors je le dis franchement, on a besoin d'avoir une tendance dans la semaine. On a besoin d'avoir une tendance pour le jour du match. Je donne un peu une explication. On a eu un match, par exemple, où Jerry Boutier a été performant, l'évaluation, avec une évaluation très élevée. Et on a remarqué également que c'est la semaine où il a été extrêmement performant dans l'entraînement individuel, et notamment sur le travail de tir. Il a été extrêmement vraiment très, très performant. Et aujourd'hui, le coach, il a besoin en tout cas d'avoir ce type de retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de dire, OK, durant la semaine, on a évalué Jerry et on l'a trouvé plutôt bon. Ça veut dire que nous, on pense aujourd'hui que sur le coach, quand tu vas manager le match de samedi, c'est un critère que tu dois prendre en compte. C'est un joueur qui, à un moment donné, a travaillé et est en pleine confiance. C'est un peu ça l'idée, en fait. C'est de construire la confiance durant la semaine. Et quand un joueur est évalué dans le quotidien et qui progresse, cette confiance, elle ne fait que grandir. Parce que on va se dire les choses. Si aujourd'hui on fait la même chose sur les datas, on utilise les datas de la semaine. Sur la semaine, on utilise les datas pour avoir une tendance du match. Ce qui nous a manqué, parce que je pense qu'on s'y est pris durant la saison, on n'a pas eu malheureusement les datas durant le match. Alors que c'est vrai que c'était un aspect très important du travail qu'on pouvait faire. Mais il faut entendre également que sans les datas de la semaine, on n'arriverait pas à manager la semaine. On aurait beaucoup de difficultés, en tout cas, à obtenir un gain durant les entraînements collectifs. Parce qu'il faut bien évidemment, tu sais très bien que la performance, c'est également dompter la fatigue. C'est ça la performance aussi. Donc, à travers cet exemple-là, j'essaie juste de dire que travailler dans le quotidien, c'est ouvrir une tendance, en tout cas, sur le jour du match. Et le coach, à un moment donné, tu lui donnes quelque chose de factuel. Parce qu'aujourd'hui, travailler simplement sur l'idée de dire, bon, allez, on va faire un peu de tir, on fait une grille, c'est pas. Ouais, j'ai pas dit que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne, mais aujourd'hui, avoir une grille de tir qui correspond totalement aux situations de jeu qu'on va mettre en place dans le collectif et une grille que les joueurs vont faire dans le quotidien, ça va donner et derrière un chiffre, on va pouvoir dégager un nombre, un chiffre de ce que les joueurs auront fait. Ça donne en tout cas comment dire ça,
je dirais pas une tendance, mais en tout cas, ça permet en tout cas au coach d'avoir quelque chose de factuel dans les mains. De dire, OK, cette semaine, et tu sais très bien qu'un coach, quand il voit un joueur, entre parenthèses, en forme, mais pareil, en forme, c'est subjectif de dire ça. Dire il est en forme de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il court un peu plus vite que les autres, ça veut dire qu'il a marqué plus de paniers, ça veut rien dire. Non, il faut à un moment donné avoir une évaluation dans le quotidien et quelque chose de factuel que le coach puisse avoir le jour du match. Et après, c'est à sa liberté d'en tenir compte ou non. Mais en tout cas, il l'a. C'est quelque chose que les organisations NBA, ou même en NBA ou même des grands clubs européens font dans le quotidien parce qu'il y a un vrai besoin d'évaluer la performance dans le quotidien. La performance, ce n'est pas uniquement le jour du match. Ça se travaille durant la semaine. Voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Je sais pas, j'ai répondu à ta question. Oui, oui. Sur les planifications, donc vous pouvez voir un petit peu dans le détail. Donc pour moi, c'est important. Donc c'est une planification que les joueurs reçoivent. Alors pour faire très simple, cette planification, ils la reçoivent en fait ils la reçoivent toujours avant de commencer la semaine, et ils la reçoivent très souvent par WhatsApp parce que pour moi, pour être réactif, pour être vraiment le plus réactif possible. Mais surtout, je détermine cette planification. Bien évidemment, vous voyez un peu, je marquais, je marquais exactement ce que vont faire chacun pendant les entraînements. Vous pouvez le voir. Euh, il y a eu des moments, comme vous voyez par exemple sur la planification de Nicolas Lang, où on a voulu travailler uniquement sur des routines et sur un shooting, quelque chose de très basique. Puis vous pouvez voir Hugo, que j'ai mis à un moment donné, vous voyez, sur des oppositions des exercices de tir avec la défense, avec Brian par exemple en défense, pour essayer à un moment donné de dire aux joueurs, voilà comment on va s'organiser cette semaine. À partir du moment qu'il connaît l'organisation, il peut également s'organiser de son côté. C'est très important au final cette planification parce que tout simplement, le joueur va comprendre qu'à un moment donné, le travail individuel, c'est pas juste un coup de tête. Ah tiens, je t'ai vu faire ça pendant le match. Ce serait bien qu'on travaille de cette façon-là. C'est pas ça le travail individuel. Le travail individuel, c'est des process. C'est des process. Et j'ai même tendance à dire, au-delà du conseil que moi je vais amener aux joueurs, l'organisation est primordiale. C'est que vraiment que le joueur s'approprie totalement le fait qu'il y a des temps de travail collectif et il y a des temps de travail individuel. Ils sont associés et l'un ne va pas sans l'autre. Donc bien évidemment, vous entendez bien que par exemple, vous voyez la dernière semaine qui a fait la semaine 6 avec Hugo, vous voyez on a eu plusieurs jours off et que durant cette semaine-là, on lui a mis quand même malgré tout, alors quand je dis off, c'est-à-dire pas de travail individuel, on entend bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entraînement collectif, mais je lui ai mis seulement un entraînement individuel. Pourquoi? Parce que, ce que je n'ai pas notifié, c'est parce que le data analyst et le médical ont estimé que c'était une semaine que c'était une semaine où Hugo devait un peu lever le pied. Et la première chose donc, qu'on a faite, bien évidemment, c'est d'enlever la charge d'entraînement individuel. Malgré tout, Hugo avait la volonté de continuer à travailler individuellement. Donc, j'ai géré également l'intensité de cet entraînement individuel. Voilà, pour donner un petit peu un ordre d'idée à chacun. Mais je crois même que, vous voyez, par exemple, sur la deuxième semaine avec Nicolas Lang, vous voyez, on est en train de revenir de Vilnius, donc d'un déplacement en Lituanie, et on descend du bus et on va s'entraîner. Donc voilà, c'est des choses qu'on avait déterminées, bien évidemment, à l'avance avec Nico, et que c'était notamment pour cet aspect-là, c'était une volonté du joueur de travailler en descendant du bus. Donc, sachant qu'on enchaînait 2 jours plus tard un autre match. Donc, vous comprenez pourquoi on a préféré organiser cet entraînement en descendant comme dit du bus. Voilà.